De retour sur le plateau de l'Africa News, où nous sommes toujours accompagnés par nos éditorialistes Gracien Rokini-Kiza, Lucien Pambou et Camille Sari. Tout de suite, notre dossier du jour. L'égalité des droits comme support de l'épanouissement des femmes africaines et du développement durable du continent, c'est l'ambition du protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes adopté à Maputo, Mozambique en avril 2003. 11 ans après l'entrée en vigueur du document, où en est la condition des femmes? Élément de réponse avec Douglas Mida et Jean-Célestin Edjanké. La Charte africaine de Banjul fut finalement adoptée par l'Assemblée générale de l'OUA le 28 juin 1981 à Nairobi, au Kenya. Mais la partie de son protocole concernant les droits des femmes est entrée en vigueur 5 ans plus tard à Maputo, en Mozambique. À ce jour, 36 pays sur les 54 que compte le continent l'ont ratifié. Symbole de la volonté des États de mettre fin aux discriminations envers les femmes, le texte témoigne d'un véritable changement de mentalité dans la société africaine. La femme africaine s'intéresse à la recherche, exerce dans tous les secteurs d'activité et entrevoit l'avenir du continent avec un certain optimisme. L'ancienne ministre de la Communication puis aux Affaires sociales du Gabon et enseignante à l'université de Libreville souligne la place et le long combat des femmes africaines pour arracher leurs droits. Le droit du vote, par exemple, chez nous, l'abrogation de la dot qui était obligatoire, aujourd'hui elle ne l'est plus. La femme africaine est très intelligente, elle est obstinée, elle est persévérante, mais elle manque de disponibilité. Depuis 1977, au début du mois de mars, les Nations Unies célèbrent les femmes du monde entier. Une manifestation qui, pour les femmes africaines, est une forme de couronnement quant à leur engagement quotidien dans la construction d'un continent dont les potentialités, notamment agricoles, doivent servir à nourrir l'ensemble des populations. L'ancienne ministre de la Culture et du Tourisme du Mali est convaincue que l'Afrique dispose d'un véritable trésor si elle se donne les moyens de développer son or vert. Comme vous le savez, il y a toujours eu une compétition entre les cultures commerciales et exportées et l'agriculture vivrière. Et nos États n'ont pas suffisamment investi dans ce secteur. Et il se trouve que ce qu'on appelle l'agriculture familiale, qui reste entre les mains de ce qu'on appelle la petite paysannerie, mais aussi les femmes, n'a pas bénéficié des efforts nécessaires. Définitivement libérée de certaines pratiques culturelles qui, comme un peu partout dans le monde, la laissaient cantonner dans des tâches ménagères ou des rôles peu valorisants, la femme africaine brille aujourd'hui par sa capacité à participer à la création des richesses du continent. Elle sait élaborer les stratégies de financement des projets qui sont au cœur des politiques économiques nécessaires pour l'émergence. Marie-Flore Wekwe en a fait son domaine de prédilection. Les indicateurs sont la croissance qui doit être un minimum de 5%, l'accès à l'électricité, à l'eau potable, au logement, dont au moins 50% de la population doit avoir accès. Le développement des infrastructures, notamment des routes, des voies maritimes, la réduction de la mortalité infantile et des meilleurs soins de santé. Mais ces stratégies supposent aussi des mécanismes de planification permettant de définir les secteurs prioritaires en matière de création d'emplois et dont les retombées peuvent impacter rapidement la croissance économique. Une fois que l'émergence sera atteinte, bien entendu, les populations vont bénéficier parce qu'il y aura un pouvoir d'achat élevé, il y aura les soins de santé qui seront améliorés et il y aura que les populations vont évoluer, vont être épanouies dans un environnement social et économique positif. Continent ayant connu la croissance économique la plus régulière depuis au moins une décennie, l'Afrique enregistre également une démographie galopante. Sa population, qui atteint le milliard d'habitants depuis la fin des années 2010, est composée pour plus de la moitié de femmes et devrait doubler dans les 40 années à venir. Des femmes qui s'impliquent de plus en plus dans l'édification d'un continent où la consolidation de la démocratie passe d'abord par la prévention et le règlement des conflits. Je pense que nos organisations sous-régionales et régionales sont plus à la remorque des fauteurs de guerre sur le continent.
Et quand je dis fauteur de guerre, je pense à ce qui s'est passé en Libye. L'UA était soucieuse d'intervenir pour qu'on n'en arrive pas à la situation qui a été créée et dont le Mali gère aujourd'hui les conséquences. L'Afrique, berceau de l'humanité, est aussi le creuset des civilisations, une humanité où l'avenir se conjugue avec des femmes déterminées à continuer de se battre pour conquérir leurs droits. J'ai souvent dit aux dames de s'imposer quand même. On ne va pas vous attendre. Il faut savoir s'imposer. Il faut s'imposer, il faut avoir la volonté et le courage. Sinon, c'est vrai, nous avons demandé à l'époque les 30%. Les 30% ont été accordés, mais on n'a même pas 2%. Il faut avoir le courage et la volonté de se faire une place au soleil. Les femmes africaines jouent un rôle essentiel pour le mieux vivre ensemble et le développement durable du continent. Mais elles tiennent à rester elles-mêmes pour bâtir une Afrique plus forte et plus prospère. Il faut que les femmes mettent l'accent, même dans le ménage, la manière dont il faut parler aux enfants, dans la société. Le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en ce qui concerne les femmes a donc permis une amélioration de la condition des femmes en Afrique, dont 46% sont au Sénat au Rwanda et 56% députés au Burundi. Mais ce document doit encore aller plus loin, notamment pour réduire les disparités salariales qui existent entre les femmes et les hommes. Alors, seuls 36 pays sur 54 ont ratifié la charte de Banjul. Comment l'expliquer, Lucien ? C'est que la question du genre ou la question des femmes qui est posée aux sociétés africaines, c'est une question effectivement centrale et sensible. Il y a à la fois une prise en considération, si vous voulez, de cette question. Il n'y a qu'à voir dans les différents débats l'intérêt de la femme au cœur du développement, l'intérêt de la femme dans la vie politique, l'intérêt de la femme comme moteur global du développement, de l'orientation de la vie sociale. Mais quand on passe dans les faits, on s'aperçoit que finalement, globalement, même s'il y a des évolutions, que la place de la femme reste encore discutée parce qu'il y a ce que j'appellerais un concept mental qui fait que les hommes ne raisonnent pas leur relation avec les femmes en tant que citoyens, donc sur un modèle d'égalité, de parité, donc de droit et donc de justice, mais sur un modèle, je dirais, du genre et biologique, c'est-à-dire l'homme et la femme, avec des rapports dominés par qui? Par l'homme. Alors, je pense que cette situation est en train d'évoluer. Dans le reportage, on dit que les femmes doivent s'organiser, c'est bien qu'elles le fassent, mais elles ne peuvent pas le faire toute seule. Il faut qu'elle le fasse avec les hommes. Et j'ai tendance à dire que les femmes sont souvent aux extrêmes par rapport à l'homme, c'est-à-dire qu'elles sont soit meilleures, soit pires. Alors j'explique, sinon on ne comprend pas ce que je dis. Elles sont meilleures, c'est-à-dire qu'elles ont cette capacité effectivement à comprendre, à analyser les problèmes et à essayer d'apporter des réponses. Bien, elles sont meilleures de ce point de vue-là par rapport aux hommes. Elles sont pires quand elles veulent faire comme des hommes en politique. C'est-à-dire quand elles veulent copier le modèle masculin, on ne leur demande pas de copier le modèle masculin. Qu'est-ce que c'est que ce modèle masculin? Le modèle masculin, c'est un modèle qui est fondé globalement sur, je dirais, des souhaits, sur une forme de couardise en politique, sur une forme de manipulation, bien sûr. Parce que le modèle politique... On voit bien que ce modèle fonctionne bien pourtant pour les femmes occidentales. Oui, elle fonctionne pour le modèle, pour les femmes occidentales, mais vous voyez bien qu'elle n'y arrive pas, globalement. Quand vous prenez l'Assemblée rwandaise, par exemple, vous comparez avec l'Assemblée française, il n'y a pas photo, comme on dit. Il y a beaucoup plus de femmes dans l'Assemblée rwandaise que les femmes on va françaises. rebondir par rapport à ça avec Gratien. Comment est-ce que vous expliquez ces bons résultats du Rwanda et du Burundi? Est-ce que ça remonte justement au fait qu'il y ait eu le génocide? Oui, le Rwanda, c'est surtout une décision politique du président Kagame. Il faut le dire, dans tous les pays, ce ne sont pas les femmes vraiment qui arrivent à se battre contre les hommes, parce que les hommes disposent beaucoup de moyens. Ce sont les hommes qui maîtrisent aussi les outils de sécurité, qui sont les outils aussi de brutalité dans le pouvoir. Quand un dirigeant arrive à imposer, par exemple, au Rwanda, où on dit que les femmes sont représentées à 56%, au départ, il devait y avoir la parité, mais il y a d'autres jeux au niveau des partis politiques qui font que les femmes dépassent
nombre des hommes au niveau du Parlement, et qui fait aussi qu'il y a beaucoup de lois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup de lois qui protègent les femmes, qui passent au niveau du Parlement rwandais, plus que dans d'autres... Quand vous dites qu'ils protègent, c'est-à-dire dans quelle mesure? Qui protègent au niveau de la famille, et notamment au niveau des décisions pour les familles, pour la propriété. On sait bien que dans beaucoup de pays, la propriété reste toujours celle de l'homme, même si l'homme et la femme sont mariés avec un... Est-ce que ça ne s'explique pas également à un niveau démographique, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Non, ce n'est pas un niveau de démographie, parce que dans d'autres pays, même dans la sous-région, il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup plus. On sait bien que dans la sous-région, même en Afrique, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. C'est plus vraiment une politique décidée par un homme, et en même temps, à la suite du génocide, et disons c'est un peuple qui sort d'un génocide, a beaucoup de choses, disons, à améliorer par rapport aux autres. Mais la société reste patriarcale, on est d'accord? Oui, la société reste, mais il y a une grande amélioration par rapport aux autres. Je voulais juste revenir à ce que disait Lucien. Tous les pouvoirs, c'est du Machiavel. Oui. Donc il y a la manipulation, quel que soit. Si c'est une femme qui est au pouvoir, qui se laisse finalement se manipuler elle-même, elle perd le pouvoir. Il y a un côté secret, un côté, disons, d'un pouvoir en soi. C'est le jeu des pouvoirs, en même temps, ça a toujours été comme ça. Mais en même temps, on peut le dire que les femmes n'ont pas à copier, mais en même temps, elles ont aussi à copier le modèle, les modèles qui ont existé, comme ce sont les hommes qui sont au pouvoir, autant qu'elles arrivent à faire. Mais regarde le Malawi, Gratien. Au Malawi, il y a combien de ministres femmes? Il y a combien de ministres femmes, malgré que c'est une présidente? C'est ça le problème aussi. Oui, c'est vrai, copier, on voit Malawi, on voit le Libéria. Après, ce n'est peut-être pas non plus une question de genre, femmes ou hommes qui sont nommés ministres, c'est aussi une question de mérite également. Mais je pense qu'il ne faut pas interdire aux femmes d'exercer un certain nombre de fonctions. La fonction politique, elle est faite. C'est bien gentil. La fonction. Non mais je développe. C'est l'antithèse de mon ami Lucien, c'est que la femme qui va être PDG d'une entreprise, elle est formatée et elle est formée pour les mêmes techniques. Elle apprend, nos étudiants apprennent qu'ils soient hommes ou femmes, c'est pareil, ils vont utiliser les mêmes techniques. Dans le domaine de la politique, les femmes vont se comporter comme les hommes. Le milieu politique, il est fait d'intrigues, de coups bas, parce qu'il faut éliminer toujours quelqu'un. Bon, c'est pas le problème. L'essentiel, c'est que il faut deux choses. Il faut, par rapport à votre première question, qui est quand même fondamentale, les textes. Il faut appliquer des textes, c'est-à-dire, par exemple, des constitutions qui disent, bon, il faut l'égalité aux femmes, il y a le respect des traités. Les traités nationaux doivent s'aligner sur les traités internationaux qui consacrent égalité aux femmes, mais il y a l'application, c'est ça le problème. Par exemple, beaucoup de constitutions dans le monde arabe, le monde arabe, c'est-à-dire l'Afrique du Nord. Il est question justement seulement 36 pays sur 54 oui, mais déjà, millions. donc c'est pas suffisant. Mais même les pays qui vont mettre en place des constitutions avant-gardistes où il y a la référence donc à l'égalité homme-femme, dans l'application, c'est là où le bas blesse. Je pense qu'il faut que les femmes s'organisent en association. Nous avons le plaisir d'avoir... Attendez. Je termine mon raisonnement. Nous avons le plaisir d'avoir l'association des femmes maliennes dans notre République de Montreuil, n'est-ce pas? Et je peux vous dire qu'elles ont supplanté les hommes. Ils sont reconnus, ils ont plus de... Non mais attendez, elles jouent un rôle, pas seulement un rôle donc d'alphabétisation, etc., de promotion d'elles-mêmes, mais aussi des enfants. Les enfants pas au sens mais de au final, Camille, elles n'ont pas un poids décisionnel, c'est ça le problème. Mais d'élever, de permettre aux filles d'être parmi de les accompagner dans l'éducation. On va donner la parole à Gratien. Justement, on peut pas confiner les femmes à l'alphabétisation ou aux soins des enfants. Il faut que les femmes aussi
et la place, notamment au niveau il y a un poids décisionnel au final, quand même. Oui, de la politique, oui. On sait bien qu'elle... Non, il y a un côté aussi, de décision. On parle souvent en Afrique, on lit bien dans beaucoup de bouquins en Occident, on parle par exemple de la majorité. Dans des États, il y a des États où on disait c'est la minorité qui est au pouvoir. On peut dire par exemple au Burundi, il fut un moment où on disait c'est la minorité qui est au pouvoir. On dit au Rwanda, Kagame c'est un Tutsi alors qu'il y a la majorité des Hutus qui ne sont pas au pouvoir. Mais est-ce qu'on ne s'est jamais posé la question de dire la majorité n'est pas au pouvoir en Afrique? La majorité en Afrique, ce sont les femmes. Il y a combien de ministres femmes dans les gouvernements? Pratiquement dans plusieurs gouvernements africains, moins de 10%. Ça ne pose un problème à personne. Mais hier, on avait entendu dans l'émission, dans le dossier du jour de la veille, on a entendu une des femmes dire que ce sont les hommes qui sont autour des gouvernants qui empêchent les femmes de gravir les échelons. Oui, justement, ce sont les hommes, ce sont les mêmes hommes. Ce sont les mêmes hommes qui empêchent les 16 pays de signer l'accord de Maputo. Ce sont les mêmes hommes qui bloquent les femmes. Or, on sait bien, si les femmes, il faut aussi une certaine organisation. Si les femmes disaient, nous, au niveau des élections, on va voter pour tel, on s'organise, quels que soient les partis politiques, on arrive à transcender. Ça serait une sorte de menace et les hommes pourraient prendre en compte les voix des femmes. Quand je dis les femmes doivent s'organiser, ça commence par l'école. Le fait d'encourager les filles d'accéder au maximum de degrés au niveau études, et on a vu le cas du Maroc où une fille sur 2 est analphabète, donc ça pose problème parce que culturellement, etc., on n'a pas favorisé la scolarisation. Quand je dis la scolarisation, c'est de l'école primaire jusqu'à l'université. Ça fait partie de l'accord. On va laisser la parole tout de même à Lucien. On va donner la parole. Si vous permettez que j'intervienne dans le débat. Merci Camille. Merci Camille de me laisser intervenir dans le débat. Grâce à Camille, on sait que les femmes peuvent s'organiser en association. Mais elles le font déjà, mon cher Camille. Dans le secteur informel, elles le font. Ce que vous ne dites pas, et vous confondez association donc dans le secteur civil, de commerce, femmes commerçantes, avec l'association politique. Là, effectivement, il faut qu'elles prennent leur place parce que les décisions dans toute gouvernance passent par la politique. Or, vous nous dites, en effet, il faut que les femmes s'organisent en association. Mais il y a plein d'associations de femmes en Afrique. Mais non, le pas, il faut qu'elles sautent le pas, qu'elles s'organisent politiquement. Alors là, vous dites quelque chose d'assez intéressant, l'éducation. Mais l'éducation seule ne suffit pas. Encore faut-il qu'il y ait une volonté d'ouverture. Oui, on est instruit. Oui, bien sûr. Non, mais c'est parce que nous sommes instruits. Peut-être parce que nous sommes instruits que vous le dites, mais il faut rester dans les contextes locaux. Nos contextes locaux où la politique joue un rôle important. Les femmes, on doit prendre des décisions, mais prendre ces décisions, ça ne se fait pas comme ça. Il peut y avoir, comme vous dites, des traités, personne ne les respecte, vous voyez. Les traités, on peut s'asseoir dessus, passez-moi l'expression un peu vulgaire. Donc, on voit très bien que les constitutions, personne ne les respecte, parce que ce sont des textes que l'on peut remanier et échanger. Donc, il faut plutôt, à mon avis, concourir vers une parité. Il faut que ceci, l'égalité en tant que citoyen, c'est d'abord la citoyenneté, martelée. Bien sûr, il y a une différence entre hommes et femmes, mais nous sommes d'abord des citoyens dans l'espace politique. Et tant qu'on ne le comprendra pas, eh ben, on risquera de créer ce que j'ai toujours appelé une femocratie, d'accord, ou une négo-féminisme. On va négocier la place des femmes. Je ne sais pas si c'est un risque tout de même, hein, Lucien. Alors, les droits, s'il vous plaît, messieurs, les droits des femmes avancent, mais ils avancent lentement parce que les femmes font face tout de même au poids des traditions toujours, et elles sont pourtant les premières à revendiquer cette différence, à revendiquer leur spécificité culturelle. Est-ce que ce ne sont pas celles-ci même, justement, qui freinent l'amélioration de leurs conditions ? Oui, souvent c'est que les traditions africaines s'appliquent plus aux femmes qu'aux hommes, où les hommes ont le loisir de s'en affranchir. On demande aux femmes surtout de garder ces traditions. Et en même temps, ça ne permet pas d'évoluer parce qu'avant, on sait bien, dans beaucoup de pays en Afrique, les traditions, même les proverbes, sont des traditions, des proverbes qui maintiennent les femmes inférieures à l'homme. Plus on garde ces notions de certaines traditions. Il y a des traditions où les femmes ont un certain pouvoir, une certaine décision, discutent, mais pas publiquement, surtout au niveau des ménages. Sans que les femmes ne s'affranchissent, tant que les femmes ne vont pas s'affranchir de certaines de ces traditions, faire pratiquement comme les hommes, il y aura aussi un pouvoir
parce que les traditions pèsent sur elles-mêmes et n'arrivent pas à accéder à la politique. C'est une façon de dire, c'est comme ce que j'ai dit ici, les gens à qui on dit, bon, tenez la Bible et nous, on va faire les affaires. Entre-temps, vous gardez la Bible et les autres font les affaires. Il y a un argument que vraiment tout le monde doit prendre en compte, c'est que quand on parle de développement économique, de PIB, etc., de richesse, il ne faut pas oublier que tant qu'il y a une partie de la société qui n'est pas à un niveau, qui n'accède pas à tous les niveaux, ben, il y aura toujours un déséquilibre. Plus les femmes occupent des postes élevés et sont formées, sont productives, plus la richesse nationale augmente. C'est ça qu'on ne comprend pas. Et les hommes, quand ils mettent en place des lois, ils pensent plus à leurs femmes en disant, tiens, il faut qu'ils pensent aussi à leurs filles. Leurs filles, c'est pour assurer un avenir prospère pour leurs filles, ben, il faut qu'il y ait des lois favorables aux femmes. Il y a une conception très paternaliste des rapports hommes-femmes de la part de Camille. Je note simplement, mais en fait, pour moi, je dirais c'est la citoyenneté qui doit l'emporter et on doit se battre pour que la notion d'égalité, de droit et de justice, c'est ça la justice. Alors je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité africaine à retenir. Hamdine Sabahi est l'un des premiers candidats à avoir annoncé son intention de se présenter au scrutin présidentiel en Égypte. Pour cet opposant de gauche, la candidature du maréchal Al-Sisi serait une insulte à la jeunesse révolutionnaire d'Égypte. Et la nomination d'un nouveau gouvernement de compétences en Tunisie au mois de janvier dernier avait suscité beaucoup d'optimisme sur les marchés. Pour Talarchi, président de la Connect, deuxième centrale patronale, l'amélioration des indicateurs n'est que de la spéculation. Le redémarrage économique du pays sera long. Et nous allons marquer une courte pause dans l'Africa News. On va suivre nos dossiers de l'économie. Restez avec nous.